Donc, identification des parties qui étaient absentes ce matin. Oui. Juste les personnes. Vous étiez le seul absent ce matin. C'est pas très loin. Parfait. Alors, on va mettre la prise, si vous avez des questions. Oui, merci, M. le commissaire. Oui. Madame Giguère, bonjour. Bonjour. Je vais revenir sur votre mandat dans le cadre des travaux de la commission. Je comprends que votre mandat était d'examiner les différents rapports et guides et balises là, que vous avez exposés un peu plus tôt aujourd'hui. Et je comprends que votre mandat n'incluait pas la revue ou l'examen du projet CASA en particulier. Non, du tout. C'est vraiment une revue historique, là, si on peut dire. Exact. Histoire très courte, là, mais récente. Exact. Et est-ce que, au niveau de votre expérience de travail, vous nous avez énoncé là, divers projets sur lesquels vous avez travaillé. Oui. Est-ce qu'il y avait des projets de l'envergure du projet CASA là, que vous avez pu peut-être entendre là, depuis le début des travaux de la commission? Si moi, j'ai travaillé sur des projets... Oui. Oui. Vous voulez De l'envergure du projet CASA? Bien, l'envergure, est-ce que vous voulez dire par rapport au budget ou par rapport à la complexité technologique? Je dirais un peu des deux. Un peu des deux. Le budget? Bien, j'imagine, en termes de budget, si on faisait un projet qui a commencé, mettons, en 2005, puis qu'on le reporte aujourd'hui dans l'enveloppe budgétaire, c'est peut-être la même chose. Là. J'ai aucune idée par rapport à la valeur, mais je dirais en termes d'envergure technologique, oui. Très bien. Dans votre examen des rapports du vérificateur général, avez-vous constaté que le type d'examen, c'est-à-dire que dans un rapport de vérificateur général, c'est un examen essentiellement rétrospectif. Oui. Et non pas prospectif. Exact. Donc, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, puis on essaie d'en tirer des leçons. Oui. Et j'ai raison de dire également que l'audit interne, là, le contrôle interne en temps réel est possible également par des auditeurs internes. Exact. Et est-ce que dans les rapports examinés, il y avait de telles recommandations quant à l'audit interne? J'ai pas souvenir d'avoir vu là, des références à leurs audits internes, si c'est la question. Exact. J'ai pas souvenir là, d'avoir pointé des références spécifiques sur leur propre audit interne. Et dans les projets audités par le VGQ au fil du temps, là, oui. au fil des rapports, oui. Est-ce que vous avez pu constater des projets de l'envergure de celui de CASA dans les projets audités par le VGQ jusqu'à maintenant? Le nom des projets n'était pas inscrit. OK. Par contre, quand je regarde l'enveloppe budgétaire totale, là, parce qu'on était des périodes à 1 milliard, 3 milliards, ça laisse supposer qu'il y avait des projets d'envergure. Et ça, c'était pour l'ensemble des entités auditées? Exact. Puis quand je regardais les années, les entités auditées, je pouvais faire des parallèles avec mes connaissances des projets d'envergure à ces moments-là. Mais c'est pas écrit. Plus particulièrement, moi, ça m'intéresse, ça serait dans quel rapport? Votre souvenir, là. Celui qui mentionne, là, c'est parce que j'ai pas de mémoire, là, mais celui qui mentionne qu'il y a eu trois projets, 2 projets qui sont en cours, 2 terminés et 3 abandonnés, entre autres. Ça correspond, je pense que c'est 2012. De mémoire, ça correspondrait, entre autres, au projet du SIGE qui a été abandonné. Qui est abandonné. Oui, et à cette époque-là, il y avait la CARA aussi, là, qui, elle, a livré là, la marchandise là, avec des défis après opérationnels. Donc, les projets dans les rapports n'étaient pas décrits, donc on n'avait pas de vision. C'est ça, il n'y avait pas la liste des projets là, visés par... Donc, on n'avait aucune vision en termes de données, de quantité de données, de durée des projets. Non. D'envergure en termes d'unités d'affaires à couvrir, par exemple. Non. Le rapport est global là, par rapport aux entités, avec quelques recommandations spécifiques là, sur les entités, là, mais pas par rapport à... Il n'y avait pas d'identification de leur enveloppe budgétaire spécifique. Très bien. Quant aux guides et balises, je comprends que ce sont des
des guides, des balises qui énoncent certaines règles d'art, devrais-je dire, Oui. en matière de gestion de projet TI Oui, et gestion contractuelle. et gestion contractuelle. Et est-ce que les balises s'appliquent quelle que soit la nature du projet? Mais les 3 premiers documents qu'on vous a donnés comme référence, là, vous allez m'excuser, mais je n'ai pas les titres en tête, là. C'était des documents ce sont des documents de référence qui s'appliquent pour tout type de gestion, tout type de projet, donc tout type de contrat. OK. C'est pas spécifique à la TI. Lorsqu'on s'est reporté à la partie suivante, donc là, je pense de mémoire qu'on en a 4 ou 5 documents, c'est spécifique au projet TI. Et quand vous dites projet TI, là, ça peut viser de l'acquisition d'équipements, ça peut viser l'acquisition de solutions, leur implantation, l'hébergement, tout type de Je projet ne sais pas TI. si la notion d'hébergement est incluse dedans. Peut-être une je peux pas modalité. dire. Ouais. Mais moi, ça, principalement, quand je regarde, en tout cas, les angles des bonnes pratiques, là, je pense beaucoup plus à l'acquisition de solutions, comme les PGI, par exemple, là, ou c'est pas l'infrastructure, là, c'est vraiment des solutions. Les Solutions ouais. technologiques. Exact. Les CRM, les services en ligne, etc. Et je comprends également que ces balises ne s'intéressent pas à la nature de l'organisation. Par exemple, la différence entre un ministère et une société d'État, il n'y a pas de distinction là, que Non. font les documents guides et balises là, que vous avez présentés. Non. Vous avez abordé également un document qui est la pièce, si vous me permettez, je vais juste prendre la pièce. Qui est la pièce 15P14, P24, pardon. Je note, quand je vais voir les propriétés du document, je note que le document a été modifié le 9 juin 2022 et que la version originale est datée du mois d'août 2016, qui est la date de création du document. Est-ce que vous avez tenu compte des deux versions dans votre examen? Non. Il serait peut-être intéressant, M. le commissaire, que vous ayez les deux versions pour voir les modifications qui ont été apportées au document le 9 juin 2022. Il semble, d'après la propriété des documents, qu'il aurait été modifié. Alors, on va faire un engagement, puis on va réserver la cote. Alors, juste pour vous suivre, là, je suis dans 15P24, balise à l'égard des exigences et des critères contractuels TI. Oui. Je comprends que vous avez tenu compte de celui qui est modifié. Quelle date? Juste me le dire. J'ai le 9 juin 2022. Parfait. Et il y aurait une version en 2016. Exact, le 18 août 2016, qui est la date de création du Parfait. document. Donc, l'engagement à la commission, techniquement, parce que c'est témoin de la commission, mais d'avoir la version de 2016. Et on va la coter, tout de suite, on va réserver la cote qui va être 15P24A à mettre Tremblay en haut, là, parce que c'est votre témoin, là. Ça vous va, ça? A et B, oui. On ferait A et B. Oui, ça serait, oui. Parfait. Alors, aussitôt qu'on l'obtient, on va le déposer, mettre la prise sur le site Internet, avec les autres pièces. Dans ce document, Mme Giguère, je comprends que ce document a été élaboré dans une table de concertation qui regroupait le marché, c'est-à-dire des joueurs, des acteurs du marché, et également des représentants d'organismes publics. Exact. Et je comprends aussi que le guide ou les balises ont été élaborées afin de s'assurer d'intéresser le marché des joueurs du secteur de cette industrie au marché public. C'est ce que j'ai compris aussi. Est-ce que vous diriez-vous en fait que de protéger
la gestion des fonds publics et la gestion des projets, c'est comme réaliser un équilibre là, entre la perspective du marché, c'est-à-dire l'intérêt qu'on veut susciter chez les joueurs du marché, et la nécessité de protéger la gestion des fonds publics. Là. C'est comme un exercice d'équilibre. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? J'imagine. Vous imaginez? Bien, ce que vous me dites, c'est le fait qu'on a amené des gens, des fournisseurs à cette table de concertation-là. C'est dans un objectif de nous aider à atteindre un équilibre entre ce qui arrive de l'externe et ce qui va à l'interne. Je résume dans ces mots-là. Bien, ça découle du passeport entreprise. Oui, Il a c'est ce que je précédé comprends. le document. C'était l'objectif. Fait que je Exact. présume que ça aide à l'équilibre. Exact. Et diriez-vous que par rapport aux recommandations du VGQ, des rapports que vous avez examinés, Oui. il n'y a pas une contradiction là, dans ces énoncés-là de dire je vais intéresser le marché, mais je vais être plus contraignant avec le marché, je vais imposer des pénalités au marché si on ne me place pas une ressource qui m'avait été annoncée dans le cadre de l'appel d'offres. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ces deux énoncés-là? Là, vous voulez mon opinion à moi, là? Je vous la pose, la question, oui. Ben, écoutez, je peux comprendre que du côté du donneur d'ordre, on veut se protéger. Et je pourrais comprendre du côté du fournisseur qu'on veut avoir le plus de latitude possible. Donc, c'est fair play là, d'aller en ce sens-là. Et diriez-vous que c'est pour ça qu'on parle dans le document des balises là, à l'égard des exigences et critères contractuels, on parle de partage de risques, d'être innovant en termes de partage de risques, justement pour s'assurer d'un équilibre. Pour balancer ce que le VGQ reproche dans ses rapports, c'est cette absence de partage de risque-là qui existe. Donc, effectivement, ce genre de document-là donne certaines pistes de solutions, là, si je peux dire. Avez-vous déjà participé à un dialogue compétitif? Non. Ça va. Je vous remercie. Pas d'autres questions? Merci. Merci, M. le commissaire. Merci. Est-ce que PGQ a des questions? Non, pas de questions. Merci, M. le Alors, je peux commissaire. libérer le témoin. Alors, merci beaucoup, Mme Giguère. Ouais, ça m'a fait Merci. plaisir. Alors, Monsieur le commissaire, bonjour à tous. Le précédent... Oui, c'est juste Mme Giguère, ça. Ouais, Pas qu'elle se sente rochée. pas de problème. On va prendre votre temps, Mme Giguère. Merci, Mme Giguère. Merci. Donc, avec votre permission, Monsieur le commissaire, donc bonjour à tous. Le précédent témoignage termine la première phase de nos travaux pour placer convenablement les fondations de l'enquête et nous introduire à l'ensemble du dossier. Je profite de l'occasion pour effectuer ici un bref résumé de cette phase. Le vérificateur général du Québec par intérim est tout d'abord venu présenter le rapport réalisé sur l'audit du programme CASA qui a mené à la création de la présente commission d'enquête. On a ensuite entendu les représentants de l'Autorité des marchés publics qui ont expliqué les principaux jalons du processus contractuel réalisé par la société, ce qui est au cœur, encore une fois, de nos travaux. 3 experts en provenance de l'École nationale d'administration publique ont brossé à grands traits le cadre administratif des règles de gestion dans lesquelles évoluent les acteurs gouvernementaux. Un avocat spécialisé dans les contrats publics a exposé à son tour les règles contractuelles généralement applicables en pareille matière. Pour mieux connaître ces acteurs principaux gouvernementaux qui ont été impliqués dans le projet, nous avons entendu des représentants de la Société de l'assurance automobile du Québec, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, du secrétariat du Conseil du Trésor, du ministère des Finances, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, ainsi que du ministère du Conseil exécutif. Nous avons pu constater que le contrat que vous aurez analysé, M. le commissaire, est substantiel à l'image du projet CASA et que sa conception, sa conclusion et sa réalisation s'étirent sur plusieurs années. D'ailleurs, les décisions récentes de l'Autorité des marchés publics de suspendre l'exécution de certains contrats de la SAC, qui depuis ont été interrompus, nous rappellent que ceux-ci sont toujours en cours.
Autrement dit, la situation demeure encore évolutive à ce jour. Comme les travaux de la Commission sont tributaires des faits sous enquête, il va sans dire que nos travaux demeurent également évolutifs. Cette semaine, seulement après la nomination officielle et la création de cette commission, notre équipe abat un boulot considérable, tel qu'en font foi les quelques informations suivantes. Nos enquêteurs ont rencontré près d'une cinquantaine de témoins de fait. Nos avocats et procureurs ont procédé à l'interrogatoire de 15 témoins lors des audiences publiques débutées le 28 avril dernier. Nous avons transmis plus de 20 citations comparables ou demandes de production de documents. Et nous avons recueilli plus de 10 000 fichiers documentaires individuels à ce jour et nous demeurons toujours dans l'attente de plusieurs autres milliers de documents non encore reçus. À cela s'ajouteront éventuellement plusieurs milliers de courriels. Bref, Monsieur le Commissaire, le train de la Commission est donc bien sur les rails. Cependant, malgré toute l'énergie et le dévouement dont fait preuve notre équipe, il lui reste encore un bon bout de chemin à parcourir avant d'arriver à destination. Afin de faciliter notre compréhension et celle du public, à qui l'on doit une sincère recherche de la vérité, nous avons séparé le dossier chronologiquement en plusieurs phases. Chacune de ces phases constituera en soi un bloc d'audience. La première de ces phases, que nous venons de compléter à l'instant, est l'introduction et la présentation des acteurs. La seconde phase, que nous débuterons dans quelques instants, porte sur le conseil d'administration, les grandes orientations, la rétroaction, la gestion, et nous ferons une première partie cette semaine. Le troisième bloc sera la genèse du dossier, c'est-à-dire le plan de pérennité, la sélection du PGI, la préparation et la publication des documents d'appel d'offres et le dialogue compétitif. Le quatrième bloc se portera sur les contrats. Et je peux être référé aux années, donc la bloc précédent était de 2010 à 2017. Les contrats, on sera en 2017. Le prochain bloc le cinquième bloc de nos travaux sera le début de l'exécution qui couvrira la période de 2017 à 2020. Ensuite viendra le volet de je le mets entre guillemets ici, là, si vous me permettez, Monsieur le Commissaire, la transaction en 2020. Suivra l'exécution postérieure à la transaction de 2020 à 2023. La mise en service de SACLIC en 2023. Les conséquences de la mise en service et les suites, la période de 2023 à 2025. Et trois autres blocs plus intemporels porteront tout d'abord sur la facturation et les aspects financiers du projet CASA, sur la direction interne du projet CASA et sur la reddition de comptes du projet CASA aux différents échelons hiérarchiques et politiques. Ensuite, une fois ces 12 blocs complétés, viendra ensuite la troisième phase de nos travaux avec les témoignages et les mémoires d'experts en vue de vos recommandations. Cette liste par bloc nous servira de feuille de route d'ici la fin des audiences de la Commission. Cela dit, bien que nous avons l'intention, voire l'ambition, de préserver une présentation chronologique autant que faire se peut, il est évidemment possible que nous soyons dans l'obligation de sauter d'un bloc à l'autre, le tout afin de respecter le bref échéancier qui nous a été confié dans notre décret constitutif. À tout événement, à chaque changement de bloc, nous référons à la liste que je viens de vous exposer pour mieux situer tout le monde dans le temps. Ceci clôt donc, Monsieur le Commissaire, mes remarques préliminaires. Nous enchaînerons donc sans plus tarder avec notre premier témoin de la phase 2, qui porte sur le second bloc du conseil d'administration, avec M. Guy Morneau, qui était président du conseil d'administration de la société en 2013 jusqu'en 2016. Je vois que M. Morneau est présent. Donc le temps que M. Morneau s'installe, je vais également avoir des remarques préliminaires à faire là, suite à votre exposé, Maître Tremblay. Oui. Alors, ceci étant dit, il faut vous asseoir. Bon après-midi. Ceci étant dit, comme nous sommes maintenant dans une autre phase qui est l'enquête de fait en tant que telle, bien comprendre qu'une commission d'enquête, et je le réitère, nous ne sommes pas un procès, alors une commission d'enquête, donc nous enquêtons et nous trouvons. Ce qui peut arriver, c'est qu'un témoin pourrait être appelé, peut-être être appelé 2 fois ou 3 fois, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu, puis également comprendre au niveau de la chronologie. Ce qui fait en sorte que, malgré que je serai très permissif pour les contre-interrogatoires des témoins de fait, il y a peut-être des chances que je ne permette pas un contre-interrogatoire qui pourrait toucher à une autre phase que la commission décide de ne pas toucher maintenant, histoire
d'équité, justement, envers le témoin qui dit, ben moi, je devais témoigner jusqu'en 2018, puis là, on me pose des questions en 2022, là, bien évidemment. Alors, ça va être uniquement dans ces cas-là que je pourrais limiter un contre-interrogatoire, mais je pense que les parties ont suffisamment d'expérience ici là, de se limiter dans les questions contre-interrogatoires qui va être la période dont le témoin va parler, là, à moins que, comme Maître Tremblay l'a dit tantôt, on décide de faire un bond dans le temps et de finaliser un témoin pour que le témoin ne soit pas obligé de revenir. Alors, c'était la remarque que je voulais faire en tant que telle. Alors, sans plus tarder, c'est votre témoin. On pourra l'assermenter. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Levez votre... dites « je l'affirme Je l'affirme. ». Votre nom et votre occupation. Guy Morneau, retraité. Merci. Merci, Mme la greffière. Donc, bonjour, M. Morneau. Bonjour. Donc, on va peut-être commencer avec des questions un peu plus d'usage pour apprendre à davantage vous connaître. Donc, peut-être nous expliquer là, votre parcours académique et professionnel. Là. Oh, je suis diplômé des relations industrielles. J'ai passé ma carrière au complet dans l'appareil public. J'ai commencé d'abord en 1976, mémoire est fidèle, au ministère de la Justice. Après ça, je suis allé au Conseil du Trésor. Et je me suis occupé des négociations dans le secteur public et parapublic en 1979 et en 1982. Donc, j'étais responsable de toutes les missions des mandats, de la négociation, représentant du gouvernement à la table centrale. Ça a amené ces règlements-là en 1979 et en 1982. Alors, comme vous en doutez, c'est un peu essoufflant de faire ce genre de job-là. Après, je suis allé comme vice-président à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance. Mon objectif à ce moment-là était d'assurer la pérennité de ces régimes-là, qui étaient souvent discutés parce que très onéreux et très coûteux, et le financement était souvent problématique. Alors, on est allé là, je suis allé là dans le but vraiment d'améliorer la gestion, l'administration de ces régimes-là, de la rendre plus performante et surtout d'assurer une plus grande pérennité de ces affaires-là. Alors, après la CARA, je suis allé, j'ai votre mémoire, probablement au ministère des Ressources naturelles, comme sous-ministre associé aux terres publiques, donc toute la gestion des terres publiques, quand même 90% du territoire. Il y a eu des opérations assez célèbres à ce moment-là, à savoir les squatters qu'il fallait déloger, qui puisaient sur le territoire. J'ai piloté aussi la réforme cadastrale, qui est un projet aussi technologique et ambitieux de refaire le morcellement foncier privé au Québec, qui n'a pas été fait depuis des centaines d'années. Et donc, oui, ça a été mon mandat. Après ça, je suis allé au conseil exécutif où j'ai d'abord été secrétaire adjoint aux politiques publiques, donc toute l'élaboration des politiques publiques en vigueur au gouvernement. Après, j'ai été nommé responsable. Vous êtes dans le temps un peu quand vous décrivez ça. Là. Par exemple, au MCF, vous avez été là à quelle année? 76, mémoire est fidèle. 1996, je veux dire, à 2000 à peu près. Là. Et là, j'ai été au comité des priorités, en charge du comité des priorités, là, sous la gouverne de M. Bouchard, qui était premier ministre à l'époque. On a fait les deux sommets qu'on a bien connus, Québec et Montréal, la lutte au déficit zéro, l'élaboration de la politique familiale. Bref, on a revu toutes les grandes politiques publiques du gouvernement pour les mettre à jour, parce qu'ils dataient souvent des années 70. Il avait été, si vous me permettez l'expression, patché. Et souvent, ça avait des effets secondaires pas trop intéressants. Donc, encore là, c'est épuisant sur le plan professionnel et sur le temps disponible. Je me suis ramassé après comme président de la Régie des rentes du Québec, où là, mon objectif était aussi de poursuivre ce que j'avais commencé à la CARA, qui est devenu Retraite Québec, d'assurer la pérennité du régime, d'assurer aussi que les Québécois et Québécoises puissent compter sur une sécurité financière à la retraite. Donc, beaucoup de vulgarisation, de sensibilisation, de mise à la disposition d'outils interactifs permettant de mieux planifier sa retraite en tenant compte des régimes publics et des régimes privés et de tout ça. Pendant 5 ans, j'ai été là. J'ai aussi fait la réforme complète des systèmes
de la Régie des rentes pour faire le virage numérique, nous aussi, en collaboration avec bien des acteurs, que ce soit la Commission des normes, la Commission... tous les grands organismes publics d'État, là, on avait une espèce de forum où on discutait de ces enjeux-là et on s'assurait d'éviter des dédoublements et de faire en sorte que on paye 3 fois la même chose. Tu sais, dans le fond, quand on fait une plateforme pour les services électroniques, que ce soit à Régie des rentes, à la CSST ou à la Commission des normes du travail, c'est sensiblement les mêmes outils. Donc, on veut éviter que les privés qu'on sollicite pour nous aider à réaliser ça nous proposent toujours la même solution, mais toujours 2 fois plus cher. Alors, j'ai fait ça à la Régie des rentes pendant 5-6 ans. Après ça, comme je l'ai dit, là, je suis allé à l'ENAP comme conseiller dans des enjeux comme la gouvernance. Alors, toute la politique de gouvernance du gouvernement du Québec, j'ai été un de ceux qui l'ont créé, défendu, proposé, évalué et finalement corrigé. En gros, c'est à peu près l'histoire. Puis en parallèle, j'ai été, comme vous l'avez mentionné, président du conseil d'administration de la SAAC, je pense, du mois de décembre 2013 jusqu'au mois de... Il me semble que c'est janvier 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus vraiment. Je vous suggérais du 8 mai 2013 au 19 janvier 2016. 16, moi j'en avais dans ma tête, c'était 15, mais c'est correct, pas de problème. C'est ce qui ressort de la documentation consultée. Là. Je comprends que ça fait un certain temps aussi. Là. Juste d'ordre technique. Ça, c'est quand on fait ça, là, nos micros, là, captent ça. Et donc, on l'entend amplifié. Peut-être juste mettre le crayon à côté. Merci. Puis aussi, je sais que c'est pas naturel, mais peut-être quand vous répondez au commissaire, si dans la mesure du possible, on peut se regarder quand même. Il n'y a pas de problème. Je comprends également que de 1998 à 2004, vous avez été vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Oui, c'est le président de la Régie des rentes. Là, vous êtes automatiquement, c'est automatiquement vice-président du conseil d'administration. Donc, vous avez parlé du conseil d'administration de la société, d'assurance automobile, on va parler de la société. Donc, comment en êtes-vous devenu membre du conseil d'administration? J'ai été nommé par le gouvernement, là, comme vous l'avez dit, là, au mois de mai, pour succéder à Mme Tarville, je pense, là, qui avait été là quand même assez longtemps. Et moi, quand je suis arrivé au conseil d'administration, bien sûr, je me suis assuré d'avoir des membres de conseil qui étaient formés pour relever les défis qui s'annonçaient à la société. Donc, il y avait un volet technologique qui était important. Et à cet égard-là, j'ai allé chercher des gens qui avaient des compétences et des expériences pertinentes pour nous supporter ou nous guider dans cet important projet-là qui était en démarrage. Parce que quand je suis arrivé, j'avais eu beaucoup d'études qu'on avait vues de l'interne, qui faisaient état de la désuétude des systèmes administratifs qui supportent la mission de la société d'assurance. Et parmi les gros problèmes qu'il y avait bien sûr la base de données qui était plus capable d'évoluer parce que bâtie avec une technologie dont personne ne se souvenait ou n'était capable de jouer dedans pour l'améliorer, la maintenir et l'entretenir. Donc, le premier gros défi, c'est de faire cette conversion de la base de données. C'est toujours une opération sensible pour une organisation parce que vous faites transiter toutes vos données dans un nouvel environnement auquel les gens qui habituellement travaillent là-dessus ne sont pas très familiers parce que cette technologie-là date des années 65-70 ou à peu près. Et il y a un important risque de perdre des données. Et quand vous perdez des données, ça augure pas bien pour le reste des choses. Parce que là, ça va aller assez mal pour le reconstituer et le rechercher. Peut-être juste avant d'aller plus loin dans le projet là, qui nous intéresse un peu plus, quand vous êtes donc vous appliquez pour être membre président ou vous êtes approché? J'étais approché par le conseil exécutif là, qui charge de nommer, qui nomme les présidents de conseil, les membres de conseil. Alors, vous faites partie d'une liste qui est choisie, qui est soumise au gouvernement pour décision. Et finalement, le gouvernement opte pour certains individus, les normes, pour une période en principe de 5 ans. Mais c'est toujours au bon vouloir du gouvernement. S'il décide de vous changer, vous change. Il n'y a pas de garantie d'emploi là-dedans, loin de là.
Donc, vous rentrez directement comme président ou vous siégez? à fait. Tout à fait. Président. Tout à fait. Puis pour un mandat sous réserve En théorie de souvenir, 5 ans. En théorie, 5 ans. Oui. Dans l'acte de nomination, c'est marqué 5 ans. C'est ça. Puis, est-ce qu'on vous donne un mandat, une lettre mandat ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on vous donne une mission, des priorités ou on fait seulement... Pas vraiment, dans le sens on échange avec le ministre responsable. On échange également avec la PDG de l'organisation pour prendre le pouls de l'organisation, se faire une idée des défis, des enjeux, la qualité de la gestion, la qualité... et à ce moment-là, quand j'ai parlé avec le ministre de l'époque sur ça, mon projet était de faire... C'était qui le ministre de l'époque? Oui, c'est un monsieur... M. Gaudreau, c'est possible? Gaudreau, oui, Ouais, c'est ça. Super gentil, qui était député du Saguenay, dans ce coin-là. Et lui, ça n'a pas été très long non plus. Il voulait juste s'assurer qu'on comprenait que l'enjeu était la performance, faire en sorte que la SAC continue sur son bon track record de performance et qu'elle fasse face aux défis qui s'annoncent, à savoir la transformation des systèmes au grand complet, puis la modernisation de ces systèmes-là, avec une ouverture pour faire en sorte que les services soient accessibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, c'était en gros le cadre de référence auquel on avait. Alors, moi, je me suis inscrit un peu dans la foulée du plan stratégique qu'il y avait à l'époque, où on identifiait comme enjeu, effectivement, la modernisation des systèmes comme étant un enjeu majeur, y compris la revision de la base de données. Alors, bien sûr, la gestion courante d'une organisation de cette taille pose le défi de contrôle, de suivi, de la performance, des indicateurs de performance. Alors, on suivait ça au conseil d'administration religieusement, puis notre objectif, c'était toujours d'améliorer la situation, de faire en sorte que les performances administratives, les performances financières soient au rendez-vous et que l'équipe de gestion soit à la hauteur. En règle générale, moi, peut-être que ça va détonner par rapport à ce que vous entendez sur la SAC, mais je vous dirais, après avoir géré la Régie des rentes, avoir géré d'autres organisations comme la CARA, l'équipe de gestion et la gestion à la Société d'assurance automobile du Québec était parmi une des meilleures au gouvernement du Québec, dans le sens où Mme Tremblay avait une équipe de gestion très forte, très compétente, très dynamique et surtout très engagée. Alors, il prenait à cœur, je pense, tous les projets corporatifs. Et il y avait une bonne chimie entre l'équipe de gestion au grand complet. Là. Il n'y avait pas de rivalité ni de tension. On ne sentait pas là, que les gens tiraient la couverte d'un bord ou de l'autre. Tout le monde savait qu'ils avaient un gros défi à relever, qui mettrait à contribution, je pense, tout leur savoir-faire. Et ils voulaient contribuer à cette réalisation de façon marquante et de façon soutenue. Et moi, j'ai toujours senti dans cette équipe de gestion-là ce dévouement-là et cette compétence. Mme Tremblay était bien en selle, je pourrais dire, contrôlait ses effectifs très bien. Il y avait un climat de travail très, très, très intéressant, mesuré, comme de quoi la performance ou la satisfaction des employés était là, la qualité des services était là. Alors, très tôt, on a eu à s'intéresser à des enjeux là, relatifs au développement des systèmes. Je vous ai parlé de mémoire, je vous parle de la base de données qui était vraiment une préoccupation qu'on avait, qui était un élément haut risque qu'on voulait vraiment stabiliser puis encadrer. Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, il y avait plein d'études qui traçaient vraiment l'état des systèmes et les options possibles qu'on avait éventuellement pour les moderniser. Et on a discuté beaucoup et souvent au Conseil et au comité sur les technologies du Conseil de ces enjeux-là. Et en particulier, comment on va adresser, par quel ordre, par quelle séquence et de quel type de développement on parlait. Il y avait des défis d'enjeux d'architecture technologique énormes, parce que ça datait d'une vieille technologie des années 70 sur mainframe, si vous me permettez l'expression. Je comprends aussi ça venait de 5, qu'on a eu une présentation d'un représentant de la société, ça venait aussi de 5, si on veut, entités différentes qui n'avaient pas fusionné, mais qui s'étaient amalgamées là, au courant des années. Là. Dans la société? Oui, les systèmes informatiques étaient différents aussi d'une branche à l'autre. Est-ce que vous non, c'était centralisé. À ma connaissance, moi, la responsable des TI était responsable de l'ensemble de l'architecture technologique, l'ensemble des systèmes, la maintenance de ces systèmes-là et l'opération de ces systèmes-là. Est-ce que M. Tremblay veut dire, peut-être que vous n'en avez pas connaissance, mais
dans les années qui précèdent. C'est-à-dire qu'il y a eu une fusion là, entre le Bureau des véhicules automobiles, Oui, etc. Puis tout le monde arrivait avec leur système bebelle, comme on informatique. dit. Et ils ont continué à rouler pendant des années avec ça. On continue à rouler, mais il y a eu un effort vraiment d'intégration, là, d'architecture technologique, d'architecture de développement. Et on y allait là, au fur et à mesure qu'on améliorait ou qu'on refaisait certains éléments de système. Mais c'est sûr que l'enjeu, c'est les plus gros systèmes, c'était l'indemnisation et l'immatriculation. Tout ce qui est back-office, que ce soit la gestion des ressources financières, matérielles, humaines, c'était vraiment, là, je veux dire, ça a été fait dans un premier temps assez rapidement et correctement. Alors, la question qui s'est vite posée à nous, au conseil d'administration, c'est quel type de développement qu'on voulait faire. Est-ce qu'on fait un développement plutôt traditionnel, maison, où on est maître d'œuvre, on développe, on construit, puis on entretient, et on utilise une technologie qui date depuis un certain temps. Là, ou bien si on a recours à ce qui était la grande mode dans le temps, un PGI, c'est-à-dire un logiciel de gestion intégrée, qui a l'avantage d'être enrichi continuellement des bonnes pratiques et qui a aussi l'avantage d'être intégré. Donc, on recherchait cette intégration-là. Et ce qui nous intéressait un peu dans cette approche-là, c'était le volet optimisation des processus implicite dans le PGI. Vous optez pour une solution technologique qui s'appelle un PGI. Dans le cas présent, c'était SAP, qui était vraiment connu. Et vous bénéficiez à ce moment-là des meilleures pratiques, par exemple pour les comptes à recevoir, les comptes à payer, la gestion des ressources humaines. Alors, ce que vous essayez de faire, c'est d'intégrer vos besoins à la lueur de ce que peut livrer ou ce que doit livrer un PGI comme celui de SAP. Tout ça va bien, je dirais, et mieux dans le back-office, dans tout ce qui est des tâches qui sont récurrentes. Qui est commun, dans le fond, dans toutes les organisations. Et avant d'aller, si vous me permettez, avant d'aller dans le logiciel, je vais juste revenir un petit peu, on va avoir l'occasion d'y aller en détail. Donc, vous êtes nommé président du conseil d'administration, donc je comprends que vous prenez connaissance de la planification stratégique. On voit que les enjeux de TI, c'est un enjeu qui est dans un présent, mais qui est prioritaire. Comment, comme président du conseil d'administration, comment vous percevez votre rôle ou quel est votre rôle par rapport à un projet comme celui-ci? Le conseil d'administration n'est pas là pour gérer à la place de la PDG. Cependant, on est le contrepoids, dans le sens que faut éviter les initiatives un peu locales. On s'assure que les contrôles sont faits, que les travaux sont bien préparés, que les conclusions sont valables et que les choix qui sont proposés sont des choix qui tombent sous le sens commun et qui permettent de réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. On est un peu le gardien du plan stratégique. On veut s'assurer que, comme vous dites, le PDG ne fait pas un trip de pouvoir, qui rend des comptes, qui est transparent et qui examine toutes les options possibles, autant que faire se peut. Alors, le Conseil questionne les officiers du ministère sur les choix qu'ils ont faits, les critères qu'ils ont obtenus, les résultats qu'ils visent et toutes ces questions-là, avant de statuer qu'ils vont aller de l'avant ou pas. C'est tout simplement ça. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, dans notre vision des choses, on a longuement discuté avec les gens de l'administration des options en termes de développement traditionnel versus Alors, on savait que du côté d'un PGI, les risques étaient plus importants dans le sens que les gestionnaires ne sont peu ou pas familiers avec ce genre d'outils-là. Et Dieu sait que ça peut être dérangeant pour un gestionnaire de devoir, j'allais dire, décrire de façon très précise tous les besoins qu'il ressent. Les besoins là, qui sont fondamentaux. On ne veut pas la faire chromer, là. On veut que l'objectif, c'est de livrer la mission qu'on s'est donnée, émettre les permis, gérer les points d'inaptitude, des trucs comme ça. Alors, ça met beaucoup de pression sur les gestionnaires, un logiciel comme celui-là. Et quand on a défini les besoins, les gestionnaires ont tout fait pour identifier correctement leurs besoins auxquels on adapterait ou on devrait adapter le logiciel pour répondre à ce besoin-là. Et il y a eu des arbitrages, des fois difficiles, qui ont été faits là, pour faire en sorte que ce besoin-là, on ne trouve pas que c'est si pertinent ou si essentiel ou si nécessaire. Même si tu avais l'habitude de l'avoir, il y aurait une autre façon de le faire, plutôt de cette façon-là.
Et là, je vous dis, ça branle un peu, ou ça confronte les gestionnaires opérationnels qui sont habitués de gérer d'une certaine manière. On savait qu'on avait ce risque-là. Mais on avait dit à l'équipe de gestion, on vous demande de relever ce défi-là avec toute l'expertise que vous avez de vos opérations. Et si jamais vous avez un différend, bien là, vous soumettez le différend, puis on l'arbitrera. La présidente arbitrera au conseil de direction et soumettra les arbitrages au conseil d'administration pour voir ce qui semble là, être nécessaire de retenir dans ce qu'on appelle les besoins. Ça, quand vous dites ça, c'est par rapport à un PGI ou une solution maison? Non, mais au départ, on a comme écarté la solution maison. Parce que c'était plus un mode de développement viable et pérenne. Parce que ça faisait affaire à des technologies un peu désuètes qu'il fallait de toute façon moderniser. Puis à partir du moment où on développe maison, ben là, ça devient du sur-mesure, puis ça augmente les coûts de gestion par la suite ou d'entretien par la suite, dès qu'il y a des variations importantes. Alors, on pensait qu'avec un PGI, comme je vous l'ai dit, c'était de nature à assurer de façon plus efficace la pérennité de nos systèmes. Parce que ce n'est pas des opérations qu'on veut faire à tous les 10 ans. C'est très difficile, très dérangeant, très bouleversant et très déstabilisant pour une organisation. Alors, on voulait s'assurer qu'on s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue de ces systèmes-là et d'éviter d'avoir à les refaire continuellement suite à des changements technologiques nouveaux ou des opportunités nouvelles. Alors, juste au niveau de la SAAC, juste l'architecture technologique, à cause des points de distribution un peu partout dans la province, c'est déjà un défi assez énorme de trouver une structure qui soit souple, qui peut évoluer et qui est intégrée avec les systèmes corporatifs, tout en reconnaissant une certaine attitude au niveau des gestionnaires des réseaux ou des différents programmes. Alors, notre choix est allé vers cette démarche-là. On avait évalué les coûts, les risques, les opportunités, et notre conclusion au conseil, et de la direction aussi, était de dire on semble favoriser un PGI. Et on cherche, pour le faire, un partenaire privé. Ça, vous êtes à quelle époque, là, pendant pour acquis que vous arrivez au CA, le 8, À l'époque, 8 mai 2013? 13-14, dans ce coin-là, ça s'est parlé abondamment. On était en plein recrutement également d'un responsable de technologie à la SAAC, parce que celui qui était là prenait sa retraite. Donc, on y voyait là une opportunité d'avoir, je pense, un individu un peu plus féru des nouvelles technologies, de ce que c'est un logiciel de gestion intégré et d'un développement majeur. Parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Alors, partant de là, ça a guidé aussi les critères qu'on s'est donnés pour la sélection d'un vice-président de technologie. Alors, c'était évident qu'on recherchait quelqu'un d'expérience qui connaissait cette technologie-là, qui l'avait déjà vécue et qui s'engagerait avec nous autres pour possiblement la durée du projet. On ne voulait pas que quelqu'un vienne parce qu'il reste 2 ans et prenne sa retraite 2 ans plus tard. Il nous laisse en plan avec un développement en pleine ouverture. Et bon. Alors, c'est à peu près les critères qu'on s'était donnés, là, et je pense que la direction a fait un processus rigoureux de sélection pour finalement retenir la candidature de M. Malenfant, qui répondait à tous ces critères-là parce qu'il avait vécu l'implantation d'un PGI à Hydro-Québec. Ça n'avait pas été fait dans l'harmonie totale et dans le bonheur total. Ça avait été difficile, pénible, mais il avait livré et je pense qu'Hydro-Québec était très satisfait des résultats parce qu'il avait engrangé, je pense, des gains de performance assez importants. Quand vous dites que ça avait été pénible, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je pense qu'ils ont eu quelques ratés, aux autres aussi, parce que eux, pas, ça bouleverse les façons de faire. Et souvent, ça rend inconfortable certains gestionnaires. Donc, il y a un peu plus d'hésitation, puis les tests sont plus difficiles, et les suivis sont également plus difficiles. Alors, c'était très important pour nous, M. Lanfin, qui est arrivé en 2013, si ma mémoire est fidèle, là, dans ce coin-là, juin 2013. On va y revenir, si vous me permettez. Juste avant, donc, est-ce qu'au niveau financier, il y avait eu des débordements ou c'était seulement au niveau de l'implantation à Hydro-Québec? Je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y avait eu certains dépassements, mais
pas des affaires surprenantes. Ce n'est pas du simple au double. Là. Mais ça avait été surtout un choc organisationnel. Je pense que Hydro, comme la SAAC, sont des organismes qui ont du vécu, qui ont une culture administrative et qui ont une façon de faire qui ont de la misère à remettre en question facilement. T'sais. Et quand vous introduisez des appareils, des outils comme ceux-là, vous forcez une réflexion accélérée de l'équipe de gestion pour vraiment qu'ils trouvent la quintessence de leurs besoins et non pas de ce qu'ils aimeraient avoir, toutes choses confondues. Et ça, c'est une période très difficile. Moi, pour l'avoir vu à la Régie des rentes, pour l'avoir vu ailleurs, c'est un gros stress que vous mettez sur vos équipes opérationnelles. Et ça prend beaucoup de courage et de détermination pour une équipe de gestion de gérer ces différends-là. Parce qu'en cours de développement, quand vous avez fait votre choix, puis vous commencez à développer, et là, si jamais vous constatez qu'il y a bien des besoins qui avaient été omis ou oubliés, vous avez des grosses discussions à avoir. Parce que la firme dit, regardez, vous m'avez demandé de faire ça. Là, vous nous demandez de faire ça, plus. Alors, il y a des dépassements ou il y a des modifs. Alors, nous autres, on s'est dit, avant d'approuver les modifs, on va décider lequel qu'on accepte, lequel qu'on n'accepte pas. Et ça, c'est ça qui fait de l'arbitrage un peu difficile à l'interne. Parce qu'on est bien conscient que quand on accepte un modif, le modif, c'est que elle est essentielle à la réalisation du projet, d'une part, et que d'autre part, il y aura un coût additionnel relié à la satisfaction de ce besoin-là. Donc, ça pourrait mettre en péril le cadre financier, puis ça pourrait mettre en péril les échéanciers de livraison. Alors, tout ça, c'est fait de façon, je dirais, très responsable de la part de l'équipe de gestion, de la part des partenaires du privé. Parce que quand on recrutait ou quand on a rempli l'appel d'offres, comme je l'ai dit, on n'avait pas un livre de recettes prêt à établir. Là. On cherchait un partenaire pour nous aider à réaliser ça, ce qu'on avait décrit dans les appels d'offres comme étant le besoin à satisfaire via le logiciel, le PGI intégré. Donc, ça prenait des experts dans le logiciel pour être capable de l'adapter pour répondre aux besoins particuliers de la SAC. Et ça prenait aussi des experts pour intégrer tout ça dans une architecture technologique assez décentralisée. Très, un gros défi. Et en plus, le gros défi, c'est qu'à l'interne, dans l'appareil de la SAC, il y avait peu de gens qui étaient spécialisés ou experts dans cette technologie-là. Parce qu'on gérait des systèmes qui dataient des années 70. C'est pas la même chose quand on utilise un PGI. Alors, partant de là, il y avait un défi énorme là, pour l'équipe. C'est pour ça que, j'allais dire, la directrice générale, Madame la présidente, Mme Tremblay, et son équipe de gestion ont fait un travail, j'allais dire, de moine et particulier pour vraiment à la fois supporter leur équipe de gestion dans cette opération de changement-là, et d'autre part, chercher de la part du gestionnaire ou du contractant cette notion de partenariat-là, en disant, on n'est pas sûr d'avoir toutes les solutions à nos problèmes. Ce qu'on veut, c'est que vous nous aidiez à trouver des solutions. Alors, si vous avez des approches, vous avez des manières de faire qui vous semblent plus appropriées que celle qui est décrite, on va le regarder, puis on va l'évaluer avec vous, puis on va décider ensemble. Un des gros défis qu'on avait à l'interne, c'est les ressources, comme je vous l'ai dit, à l'interne, qui étaient peu familiers de cette technologie-là. D'autre part, même dans le milieu privé, les ressources familières avec cette technologie-là, il n'y en a pas des tonnes. Et on voulait s'assurer que le partenaire avec qui on voyageait était capable de pouvoir mettre la main sur des ressources super spécialisées au moment où on a besoin. C'était stratégique pour nous autres parce que si vous vivez une impasse puis que tout le monde est sur le plancher puis on attend une décision, puis ça vient pas, puis on ne sait pas comment le régler, mais les coûts montent, puis le moral baisse, puis je veux dire, les critiques s'installent. Alors, ça prend des firmes qui vont aller chercher un expert en technologie, que ce soit à Los Angeles, que ce soit dans Silicon Valley ou même en Europe. C'était bien important pour nous dans ce processus-là, que le partenaire s'engage
à trouver les ressources qui étaient requises au moment où on évolue dans le projet, quand on frappe un problème ou une problématique. Alors, c'est un peu, je vous dirais, l'état d'âme qu'on a vécu là, quand on a eu à gérer le démarrage de ce projet-là. D'abord, comme je vous dis, bien définir les besoins, définir ce qu'on cherchait, faire un appel d'offres rigoureux où on va vraiment tester ou rechercher ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche de façon claire et supporter notre équipe de gestion à l'interne. Et, bien sûr, comme je vous dis, avoir un responsable des TI qui a déjà pu neiger ce genre de projet. Vous avez dit beaucoup de choses. Je vous ai laissé aller. C'est très intéressant. On va revenir, si vous voulez, on va faire un petit focus sur certains éléments que vous avez mentionnés. Vous avez commencé en disant que vous êtes arrivé donc, au conseil d'administration et vous avez cherché à recruter certains membres. Notamment, vous avez mentionné avec des compétences en matière de TI. Oui. Qui avez-vous recruté? Est-ce que vous vous en souvenez? Ben, je vous donne un exemple de M. Jules Martineau, qui était le numéro 2 du mouvement des Jardins. Sur le conseil d'administration, expert en fiscalité, pas en fiscalité, mais en finance. On gère quand même des fonds importants à la Caisse de dépôt comme assureur. Et on voulait avoir quelqu'un qui était habile avec les finances, le contrôle interne, s'assurer qu'on n'a pas de surprise. Et M. Martineau avait travaillé aussi à des développements de la part de son service chez Desjardins. Donc, il y avait un réflexe. La même chose pour M. Geoffrion, que je connaissais bien, qui a participé à beaucoup de développement de systèmes. François Geoffrion. François Geoffrion, qui était sur ce comité des technologies-là pour s'assurer. Il a été chez DMR, pas DMR, LGS, une firme, vers la fin de sa carrière, mais il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'appareil gouvernemental. Donc, connaissait bien l'appareil gouvernemental, connaissait les exigences un peu dérangeantes des fois de la part du Trésor, et il connaissait bien le privé, parce qu'il avait passé 5-6 ans dans la fin de sa carrière au sein d'une organisation comme LGS. Quand vous dites exigence dérangeante du Trésor, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous savez que, comment je pourrais bien dire, moi j'ai connu une époque au Trésor où pour acheter un PC, il fallait faire une demande au Conseil du Trésor, qu'on appelait un CT, justifié par à peu près 10 pages. Et 9 fois sur 10, c'était refusé. Pour un PC, un ordinateur? Oui, un ordinateur, un petit PC de 1000 pièces là. Ça doit faire un certain temps, ça. Mais il y avait, à l'époque, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu ces cas-là, il y avait un monsieur qui était responsable des TI au Conseil du Trésor qui s'appelait Martial Lemay. On l'appelait la loi martiale. Son objectif, à lui, c'était d'arrêter tous les développements parce qu'il va sauver de l'argent au gouvernement. Fait qu'il a gelé à peu près tous les développements gouvernementaux d'envergure pendant 4-5 ans, jusqu'à temps que tout ça foire, puis que là, on ramasse ça en panique. Mais ça, l'histoire nous dira plus tard si on a un jugement erroné. Mais c'était toujours un peu difficile de faire des transiger avec le Trésor sur des projets de développement majeurs, même si la société d'assurance est extra-budgétaire. On ne tire pas le financement de la société à même les crédits budgétaires, mais bien les crédits autonomes qu'on perçoit. Donc, c'était toujours un peu tendu, ces relations-là, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'ils nous comprenaient ou qu'ils acceptaient peut-être toutes les contraintes, tout ça. Bon. Mais je pense qu'à l'usure, on réussissait toujours à trouver un terrain d'entente, là, mais c'était après de longues discussions, puis c'était pas toujours motivant, on va vous dire. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait la réforme du cadastre, qui était encore innovateur pas mal, parce qu'on introduisait la géomatique. Donc, tout le morcellement foncier, c'était des points GPS qu'on mettait aux 4 coins ou 5 coins du coup. Et c'était une banque de données énorme à gérer. Alors, on avait une base Oracle pour gérer ces volumes-là. Le Trésor ne connaissait pas ça. Alors, puis, ils sont ostinés en disant, pourquoi vous prenez Oracle? Pourquoi vous ne prenez pas les bases de données traditionnelles? Car ça ne fait pas la job. Je te dis, tu peux bien me dire que tu aimerais ça que je prenne un logiciel qui est dans les 70 de base de données, mais c'est pas ça qu'on veut gérer. Là, nous autres. Bon. Alors, c'était, juste pour donner un exemple, la réforme cadastrale, c'est un programme de 500 millions. Le développement du système pour supporter toute l'image cadastrale, c'était 30 millions. Moi, j'ai dit, écoutez, là,
On peut bien s'ostiner pour le 30 millions pendant 6 ans. Mais 500 millions, il va monter. Il va monter à 750 puis 1 milliard. Ça va pas trop long. Il va devenir inaccessible. Alors, faites la proportion des choses et donnons-nous la chance d'aller au bout de ce projet-là. Et on a fait des caisses de documents pour justifier là, ce développement. Mais si je vous ramène à 2013-2014, alors il y a des règles du Trésor. Là. Et évidemment, Oui. vous connaissez, là, etc. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est que déjà 2013-2014, les règles que Trésor impose à une société comme la Société d'assurance automobile du Québec, c'est un cadre qui est astreignant, étouffant. Je veux bien vous comprendre. Là, puis Étouffant. on est ici là, dans la recherche de la vérité. là, Étouffant. M. Morteau. Dans le sens que c'est pas de la mauvaise Puis foi. n'oubliez pas, 13-14 de Charbonneau roule. Là. Oui, mais c'était pas, moi je dirais étouffant parce que c'est pas de la mauvaise foi de leur part. Ils géraient ce qu'ils connaissaient. Tout ce Il y avait qui quand même un secrétariat au Oui, oui. contrat public à ce moment-là. Au au- contrat public, il y avait un système au Trésor. il y avait des règles contractuelles qu'on devait respecter ça. On n'a pas eu de problème avec ça. Jamais. On réussit toujours à trouver. Mais quand on parle de développement de système, de suivi de développement, d'investissement, c'était plus compliqué. C'était pas mal plus compliqué parce que ils voulaient s'en mêler, mais il n'y avait pas l'expertise ni le contenu du besoin. Fait que là, il essaie de nous dire, bien, vous seriez peut-être mieux avec tel genre. Je vous donne un exemple, là, tel que le débat qu'on avait eu à l'interne. Est-ce qu'on développe maison? Ben là, si on développe avec un PGI, probablement que les autres auraient aimé mieux un développement maison parce qu'ils disaient, on connaît ça. Puis c'est une technologie qu'on connaît, alors que l'autre, on la connaît moins ou moins. Bon. Mais nous autres, on disait que ça ne répond pas à notre besoin. C'est pas viable pour la société à moyen et à long terme. On ne veut pas vivre ce qu'on vient de vivre. Après 10 ans, 15 ans, il faut refaire au complet l'architecture de nos données et nos systèmes administratifs. Parfait. Donc, je vous ai ramené en 2013-2014. Poursuivez. Donc, vous avez recruté M. Geoffrion, M. Martineau. Ces deux-là en particulier, je me rappelle, oui. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a un profil de compétences pour les membres du CA? Ou... Oui. 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 Puis, donc, est-ce que vous utilisez ce profil de compétences-là aussi dans votre recrutement? Ou Oui, c'est toujours un guide qui nous aide énormément dans le recrutement. On cherche à diversifier l'expertise autour de la table, que ce soit financière, technologique, ressources humaines et compagnie, gestion du changement, des trucs comme ça. On voulait avoir cette gamme d'expertise-là pour être en mesure vraiment de faire le tour des propositions qu'ils nous ont soumises en termes de développement pour mesurer est-ce qu'on a fait des bons choix, est-ce qu'on a un bon plan de mitigation, est-ce qu'on a bien anticipé tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer, si oui, on a-t-il des plans B, puis C et D. Alors, ces gens-là, de par leurs compétences, sont capables d'allumer des lumières à la direction, puis de dire, écoutez, regardez ça, nous, on trouve que c'est faible. On aimerait ça avoir un avis là-dessus. Puis une fois que vous trouvez ces gens-là, comment ça, le processus de nomination, comment ça fonctionne? Vous en parlez? À titre de président, j'ai le loisir de formuler des recommandations au conseil exécutif en disant je cherche tel profil, voici une liste de candidats qui semblent a priori répondre à ce besoin-là. Et eux pigent là-dedans pour nous dire ben OK, on va nommer un tel. Et c'est comme ça que ça se passe. On essaye de s'entendre sur le type de profil qu'on cherche pour le moment où on est rendu dans l'organisation. Je présume que ce n'est pas seulement vous qui peut recommander des gens. Les autres personnes autour de la table du conseil d'administration peuvent aussi vous suggérer des noms. Les autres peuvent suggérer, ils me suggèrent des noms et je peux les inscrire sur ma liste que je transmets au conseil exécutif. Mais, en règle générale, le conseil exécutif va transiger avec le président du conseil. Directement. Puis cette liste-là, elle est publiée, elle n'est pas publiée, mais quand on choisit un membre pour être membre d'un conseil ou président d'un conseil, ça se ramasse sur une liste de nomination au conseil exécutif à tout le conseil des ministres. Alors, les ministres ou l'appareil peut émettre des commentaires sur certaines candidatures ou même en suggérer à ce moment-là. Quand on arrive au conseil d'administration, que ce soit pour vous ou les personnes qu'on a nommées et les autres qui sont arrivés pendant votre mandat, est-ce qu'il y a de la formation qui est faite? Bien, il y a de la formation au programme, je veux dire, au fonctionnement général de l'organisation, comment marche la société, comment c'est organisé, qui les dirige,
quels sont les principaux enjeux, des trucs comme ça, là. Mais il n'y a pas de programme de formation. Nous autres, on envoyait souvent nos nouveaux membres à l'école sur la gouvernance là, à l'ENAC pour suivre un cours accéléré sur la gouvernance pour leur montrer les principaux défis et responsabilités auxquels ils doivent être confrontés. Mais je ne vous dirais pas que moi, quand je suis arrivé là, je viens de l'appareil public, je connaissais l'appareil public en détail. J'ai travaillé beaucoup sur la gouvernance. Alors, j'ai été vice-président, comme vous l'avez dit, du conseil d'administration de la Caisse de dépôt. Alors, j'étais un peu familier avec tout ça. C'est pour ça qu'avec Mme Tremblay, on a identifié le genre de profil qui serait requis pour les dossiers qui nous seraient soumis dans les prochains mois, les prochaines années, compte tenu du plan stratégique et compte tenu des défis de modernisation qu'on voulait relever. Donc, la PDG ou le PDG là, est dans des discussions avec vous pour s'assurer d'avoir un conseil d'administration le plus complémentaire possible. Toujours. Parce que moi, mon but, c'était de la supporter et de s'assurer que la SAC remplisse ses objectifs de performance. Point. Puis à partir de ce moment-là, ben, vaut mieux travailler ensemble que l'un contre l'autre, parce que ça ne marche pas. Ça marche pas. Comme vous dites, dans un équilibre, mais toujours, ça balance. Toujours. D'accord. Le conseil d'administration, à quelle fréquence vous vous rencontrez? À peu près 10-12 fois par année. 10-12 fois par année, la réunion régulière du conseil d'administration. Et il y a les comités du conseil. Il y en avait 4-5, là. TI, finances, ressources humaines, ainsi de suite, là. Eux autres se réunissent 3-4 fois par année. Et moi, comme président du conseil, je me faisais un devoir d'aller faire un tour dans chacun des comités pour être au courant des dossiers qui se parlaient. Quand ce qui revenait au conseil d'administration, je sois en mesure vraiment de mieux apprécier le caractère stratégique des propositions ou des discussions à avoir. Juste pour, dans un souci, parce que quand même, on diffuse public, là, donc, comme son enquête a également une mission d'éducation, peut-être juste nous expliquer, effectivement, pour ceux qui sont moins familiers qu'un conseil d'administration, quand vous dites qu'il y a des comités, peut-être juste vous entendre là-dessus, là, qui fait partie de ces comités-là? Les membres du conseil. Les membres du conseil. Les membres du conseil, qu'on divise. Mettons qu'on fait un comité sur les TI. Là. Oui. Donc, leur mandat, c'est de s'assurer que la gestion des technologies de l'information à la SAC soit faite selon les règles de l'art, qu'il y ait des bons contrôles, qu'il y ait une bonne reddition de compte, quand il y a des projets, qu'on a une bonne définition du projet, qu'on a une bonne gestion du projet, et ça, ainsi de suite. Donc, ils font une espèce de suivi préalable au conseil pour s'assurer que quand ils formulent des recommandations, le conseil va reprendre tout le dossier au complet. Alors, on va choisir 3-4 personnes qui ont un profil de nature à satisfaire ce besoin-là. Eux travaillent avec l'administration, responsable des TI, ainsi Donc, de des suite. compétences et un intérêt. C'est ça. Alors, ils discutent des dossiers-là, formulent des recommandations, ça s'en vient au conseil d'administration. Quand tout le monde est d'accord, on dit OK, on y va. Mais on a fait comme une préétude des enjeux, des discussions ou des projets avant que ça arrive au conseil d'administration. Sinon, le prix de discuter ça au conseil d'administration, des fois, c'est très technique. Ça peut allonger indûment les conseils d'administration. Et, je vais dire, ça rend la prise de décision un petit peu plus difficile. Parce qu'il n'y a pas eu comme un effet de présélection, d'analyse préliminaire puis de recommandation. Par des spécialistes. Par les membres du conseil qui sont sur le comité. Qui sont récemment spécialistes. Qui ont des compétences. Sans être des spécialistes avec un grand S. Des compétences, effectivement. Parce que c'est pas l'objectif d'un conseil, c'est pas de se substituer aux responsables des technologies de l'information et de toujours dire hey, t'as pas fait ta job, t'as pas fait ta job. Ça augure mal quand vous travaillez de même. L'idée, c'est de travailler en team pour faire en sorte que vous tirez l'expérience de chacun pour trouver la meilleure pratique et que vous répondez aux principaux enjeux de sécurité, de risque auxquels vous êtes confrontés. Vous avez la tranquille assurance que vous avez fait des choix raisonnables et sensés. Alors, c'est comme ça que ça s'amène au conseil d'administration. En règle générale, quand il arrive un gros dossier de TI, le président du conseil, du comité, va faire l'état des travaux, des analyses, des études qu'ils ont faites avec l'administration et va formuler des recommandations à ses collègues en disant, nous, on vous recommande ça pour telle raison. Et là, les collègues peuvent poser les questions qu'ils veulent pour savoir, avoir regardé ci, avoir regardé ça. Il n'y a pas un risque là, il n'y a pas un risque là. Et de là vient la fumée blanche. Oui, on va voter pour. Donc, je comprends. Je présume plutôt qu'un projet comme celui dont on parle,
qui va éventuellement s'appeler CASA, passe par le comité des TI. Toujours. Dès le début, dans ce projet, dès le début? Dès le début. Il y a toujours, comme je dis, dès que vous avez un gros dossier technique, là, que ce soit financier, la tarification ou des trucs comme ça, là, il y a toujours des études qui sont faites en comité du conseil avec l'administration pour dégrossir l'enjeu et de faire rendre plus limpide ou plus clair les options et les choix qu'on a. Pour les fins de Pour aider la prise de décision au prise de conseil décision. d'administration. Si on revient à notre CA, justement, là, sous votre air, évidemment, là, la durée, est-ce que c'est toute la journée, une demi-journée, en La moyenne? tendance naturelle des conseils est souvent d'être long. Moi, j'ai toujours dit, on va essayer de faire ça dans une demi-journée. Donc, on demande au comité de travailler fort, de se réunir au besoin pour formuler des propositions claires au conseil pour qu'on puisse limiter la discussion pour pas s'éterniser indûment sur un dossier au détriment d'un autre ou au détriment d'un autre. Donc, règle générale, on essayait de faire en sorte de boucler ça dans la demi-journée, de 9h à 1h à peu près dans ce coin-là. C'est à Québec ou à Montréal? Curiosité. Ça alternait. Ça Souvent, alterne. la majorité du temps, c'était à Québec, mais ça a dû arriver d'aller à Montréal une fois ou deux par année. Au-delà de, encore une fois, toujours, quand vous étiez président, là, il y a seulement le comité TI qui chapeaute le programme qui soit éventuellement s'appeler CLASA puis qui l'emmène au conseil d'administration, ou il y a d'autres comités aussi? Bien, il y a surtout le comité TI, mais c'est sûr que le comité finance il va être intéressé un peu de savoir c'est quoi l'ampleur, c'est quoi les coûts, c'est quoi l'amortissement qu'on peut faire de ça, quel est l'impact sur les états financiers, quel est l'impact sur la tarification. Mais disons que le focus principal est mis dans le volet TI. Surtout au stade du projet où quand vous êtes là, c'est-à-dire qu'on est en train encore On est encore en train de faire des configurer choix qu'est-ce qu'on va faire, c'est stratégiques, ça. élaborer l'appel d'offres et arrêter une solution technologique qui réponde à nos besoins. Puis les rapports qui sont par ces comités-là au conseil d'administration, c'est sous forme d'écrit qui est remis annexé à l'ordre du jour, j'imagine, des conseils. Ça donne. Souvent, il y a des présentations qui sont faites sur PowerPoint. Des fois, il y a des résumés, j'allais dire, Exécutif, là. exécutifs, là, où on fait l'enjeu du problème, l'historique du problème, les éléments considérés, les options envisagées, les solutions envisagées, puis ceux qu'on vous recommande pour telle raison, telle raison, telle raison. Ça, c'est amené au conseil. Puis le président du comité, normalement, les gens l'ont lu. On ne recommence pas la lecture. Les gens l'ont lu, puis là, on ouvre la période de questions. Est-ce que des membres ont des questions? Et quand un membre a des interrogations ou s'interroge sur tel aspect ou tel point particulier, il pose la question au président du comité. Puis le président du comité, 9 fois sur 10, répond. Quand il a la réponse, quand il ne l'a pas, il y a le responsable des TI qui est là. Puis à ce moment-là, lui, il va compléter la réponse. Et de mémoire, là, je comprends qu'on pourra regarder les procès-verbaux éventuellement, là, mais est-ce que c'est un projet qui suscite beaucoup d'interrogations, de questionnements, ou on s'en remet beaucoup au comité TI? Vu que On s'en remet beaucoup au comité de TI. Les discussions, on les a eues souvent, longtemps avant qu'on arrive à faire le choix. Et quand le choix est fait, on est en mode exécution d'une décision. On est en mise en œuvre. On choisit un appel d'offres, on choisit un fournisseur, puis on démarre les travaux. Puis là, on fait le suivi des travaux en disant, bien, voici la planification qu'on a pour les 6 prochains mois. Quels sont les dossiers, où on est rendu, on est-il au vert, au rouge, au jaune, y a-t-il des dangers, y a-t-il des surprises, des trucs comme ça. Alors ça, c'est piloté ou c'est processé, si vous me permettez l'expression, au comité des TI, sur une base régulière et un suivi régulier. Et l'essentiel est rapporté au conseil d'administration en termes de grands guidelines pour dire, voilà, on avait prévu faire ça, c'est en phase de réalisation, il n'y a pas de surprise, on est dans les budgets. Donc, en théorie, des fois, quand il y a des dépassements, on nous dit on est légèrement en dépassement, mais on pense être capable de se rattraper dans l'autre phase. Parce qu'on va faire quelques gains du fait qu'on a plus travaillé. Bon. Là, il y a des discussions techniques avec ce monde-là, là. Mais de règle générale, moi, le Conseil du Trésor, le conseil d'administration a une vision très, très claire et très documentée du déroulement du processus et du projet en question. Tantôt, vous avez parlé du fait que bon, il y a un choix qui est fait. Là, on va y aller avec un PGI, je comprends, avec le pour et le contre. Mais vous avez mentionné j'imagine que la balance penchait en faveur des PGI. Vous avez souligné que au niveau de l'expertise à l'interne, il y avait peut-être des enjeux
pour pouvoir bien évaluer Oui. le projet, pour éventuellement lancer un appel d'offres? C'est partout à l'échelle du gouvernement, par exemple. C'est pas propre à la SAC. Nos effectifs en TI sont un peu familiers avec une technologie qui est en voie de disparition. Donc, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est base de données, tout ce qui est, euh, développement traditionnel, c'est moins ça qui est important aujourd'hui. Parce que ça vieillit très mal. Après 4-5 ans, on voit tout de suite que les frais d'entretien explosent parce que dès que vous faites une modification, il faut changer à peu près 90% du programme, mais vous restez avec une vieille bebelle pareille. Là-dessus. Alors, le problème qu'on anticipait et qu'on savait qu'on avait, c'est pour ça que je vous ai dit que dans l'appel d'offres, on cherchait un partenaire. Un partenaire qui était capable de nous donner les ressources pointues qu'on a de besoin pour la réalisation du projet. Et on comptait que nos effectifs soient en mesure d'apprendre beaucoup de ça avec ces gens-là dans la maîtrise d'œuvre ou dans l'opérationnalisation du projet. Comme ça, ils développeraient leur expertise pour qu'après un certain temps, ils soient capables de l'entretenir ou de la faire évoluer. Donc, c'était un peu la logique qui nous a suivis. Et c'était la logique que je pense qui était la seule valable, parce que dans l'appareil gouvernemental, malheureusement, il n'y a plus ou pas ce genre d'expertise-là. Je vous ai parlé des bases de données quand je vous dis que la base de données de la SAC était complètement désuète. Il n'y avait plus personne qui pouvait faire l'entretien. Même si vous allez dans le privé, c'était trop des vieilles affaires technologiques. Les gens disent, on ne travaille plus avec ces logiciels-là. Personne ne les connaît, personne ne les comprend. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous êtes pogné à faire une base de données que vous voulez la faire marcher pour qu'elle puisse alimenter les systèmes opérationnels? C'est là qu'on était. Devant ce manque d'expertise interne, si je peux le qualifier d'ainsi, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi les solutions pour pouvoir, parce que là, on va éventuellement, là, ça ne sera pas Polichinelle, on va lancer un appel d'offres, mais pour établir les besoins, pour savoir qu'est-ce qui va dans l'appel d'offres, est-ce qu'on fait affaire avec des gens de l'externe si on n'a pas Non, d'expertise c'est à l'interne, en général. Quand on définit le besoin, ceux qui connaissent le système, madame, d'immatriculation, c'est nos gestionnaires opérationnels. Ils savent comment on va traiter des demandes, comment on va régler les exceptions et les affaires de même. Alors, eux autres, leur rôle, c'est de dire, voici ce que j'ai besoin pour être capable de traiter mon volume d'affaires. Là, le fournisseur, lui, il va vous dire, il va essayer de vous faire évoluer votre besoin pour être en mesure de dire, si tu faisais ça de même, ça t'aide, ça marcherait-tu? Alors là, le gestionnaire, lui, a une décision à prendre. Il dit, oui, ça marche ou non, je ne marche pas. Quand il dit ça ne marche pas, il complexifie le développement, comme on m'a dit. À ce moment-là, il y a un arbitrage à faire. Comment on va faire en sorte de ne pas se ramasser avec un PGI tellement modifié que ça revient à un développement maison, dans le fond. Alors, c'est ça, cet équilibre-là qu'il faut garder constamment. Et les gens des firmes qui travaillent là-dessus, leur besoin à eux, là, c'est de satisfaire le besoin du client. Le premier défi, c'est de dire, j'ai bien compris ce que tu veux, ça peut te le donner. De cette manière-là. Bravo, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est dans cette solution, dans cette approche-là, que nous autres, on voulait à la fois permettre à nos gestionnaires de comprendre les exigences d'un logiciel du style PGI et de développer certaines compétences pour être capable d'adapter leur évolution opérationnelle à ce que permettrait le logiciel en question. Et ce dialogue-là, pour arriver à un certain équilibre, là. Oui. Donc, moi, j'ai mes besoins. Là. Effectivement, je suis l'utilisateur ultimement, le gestionnaire. Donc, c'est moi qui vais être en mesure de s'emprunter un logiciel ou une pro-logiciel, peu importe, ou une solution qui va me permettre de faire ça. Puis après ça, vous dites, ben là, les fournisseurs vont me dire si c'est possible, pas possible, puis si oui, comment qu'on peut le faire. Ce dialogue-là, il a lieu à quel moment? Si vous en rappelez, évidemment. Là. Dès le début des travaux, quand mettons que vous avez fait un appel d'offres, vous avez choisi une firme, là. Parce que dans l'appel d'offres, vous avez mentionné votre besoin. Vous avez dit, voici ce qu'on cherche à la régie, à la SAC. On cherche tel système avec tel profil, tel besoin, Parce que là, à l'interne, la machine interne de la SAC a fait l'analyse des besoins, a discuté avec les gestionnaires, puis a mis sur papier tous les besoins que les gestionnaires avaient exprimés, auxquels un éventuel système devrait répondre. Alors, c'est ça qu'on retrouve dans l'appel d'offres.
Et quand finalement on choisit une firme pour répondre aux besoins, la firme, elle, quand elle arrive, elle s'installe, elle commence à dire, je vais commencer à livrer. On a découpé les livraisons en fonction de... Bon. Et à partir du moment où on commence à livrer, il y a des discussions entre le client, l'opérateur, et le technologue ou la firme pour dire comment j'intègre ton besoin dans le logiciel. Parce que si je prends ce voie-là, ça coûte cher. Si je prends cette autre voie-là, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu as besoin ou ce que tu penses que tu as besoin, mais ça va coûter moins cher, puis ça va être plus rapide. Et là, il se fait des discussions, des arbitrages. Les règles générales, quand ça devient corsé, ça devient difficile, la haute direction s'en mêle. Pour dire, on faut décider cette semaine, c'est quoi qu'on prend comme option dans telle livraison. Puis là, ils entendent les deux parties, puis ils se disent, ben, on prend la solution du fournisseur ou on prend la solution du gestionnaire. Puis, on a mesuré les conséquences de ce choix-là sur le coût, sur l'échéancier. C'est pour ça que je vous dis que c'est une opération très difficile pour des gestionnaires. Je vous assure que quand vous vivez un développement de cette nature-là, vous avez avantage à être, je vais dire, un virtuose de vos opérations. Il ne faut pas que vous ayez de doute. Parce que quand on vient de faire des choix, les choix-là, vous allez vivre avec longtemps. Parce que si vous avez mal défini votre besoin, il y a des chances que la solution ne réponde pas à votre besoin. Puis que là, on arrive à dire, ça ne livre pas, ça ne marche pas. Non. La phase de préparation, là, autant d'écriture du besoin à l'interne que la phase où on s'assied avec les fournisseurs pour dire comment on comble ce besoin-là, elle est critique. Elle est stratégique. Comme je vous dis souvent, les firmes avec lesquelles on faisait affaire, comme il y a une bonne connaissance du PGI, de ce qu'il peut faire et comment il peut le faire, ils sont capables, de dire, j'ai bien compris ton besoin. Nous, on pense qu'on pourrait le faire de cette façon-là. Tu arriverais à ça, ça serait plus rapide, ça serait moins cher. Es-tu d'accord? Il faut qu'il soit d'accord. Il ne peut pas l'imposer. Fait que, règle générale, c'est des discussions, c'est des échanges. Ça prend beaucoup de confiance, ça prend beaucoup de respect et ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de faire ce genre d'arbitrage-là au sein d'un développement. Et ça, c'est à tous les jours. Tous les jours, tous les heures. C'était comme ça que vous prenez vos dossiers, c'est comme ça que vous faites avancer le projet. Alors, c'est très exigeant. Puis vous, est-ce qu'il y a eu de l'arbitrage qui a dû être fait au niveau du conseil d'administration pendant votre mandat? Pas au moment où moi j'ai pas eu d'arbitrage, par exemple, là, en termes de dépassement de coûts, en termes d'échéancier critiques bousculables. On avait des rapports qui nous disaient que ça se déroulait comme prévu en général, qu'il y avait certains nœuds à certaines places, mais c'était pour des livraisons futures ou ultérieures, donc on ne pouvait pas mesurer l'impact de ça tout de suite. On allumait quelques lumières, mais en règle générale, de mémoire, moi, au conseil et au comité, on n'a jamais, pendant la période où j'étais là, je sais qu'après, ça s'est gâté, là. On va revenir après la pause, mais pendant que vous étiez là. Ça s'est gâté. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, je ne peux pas vous le dire, parce que, en règle générale, nous autres, on suivait ça de façon très, très, très pointue. Donc, peut-être temps de prendre la pause. Ouais, on va prendre 15 minutes, donc je reviens à 15h33. Veuillez vous lever, 15 minutes de pause.